Le dégoût, un sentiment que nous avons déjà parlé il y a quelque temps, mais qui mérite tout de même de s'y approfondir un peu plus. On peut être dégoûté de n'importe quoi, situation familiale, domaine professionnel, ou comme la fois précédente, la nature humaine elle-même. Mais cette fois-ci, je vais vous conter l'histoire de gens qui ont été dégoûtés de la part de leur travail et qui n'y retourneront certainement plus jamais. Tout s'est passé il y a quelque temps, dans un centre de tri des déchets publics. Ce genre d'endroit où ils reçoivent tous les déchets de notre vie quotidienne et doivent les trier afin qu'ils soient recyclés et que nous puissions à vivre normalement. Ces gens qui font les petits boulots de l'ombre, que nous ne voyons pas, mais qui pourtant sont toujours punis quand quelqu'un met quelque chose dans la mauvaise poubelle, ou qui tout simplement n'en a rien à foutre de ceux qui passeront derrière lui. Durant l'une de leurs journées de travail, les employés de ce centre de tri s'apprêtaient encore une fois à nettoyer les déchets de ceux qui ne prenaient pas la peine de jouer le jeu, faisant passer leur travail plus comme du babysitting qu'un réel système de recyclage afin de préserver nos ressources. Leurs journées commencèrent normalement, mais leur directeur reçut la visite d'un employé d'un hôpital non loin de ce centre. D'après lui, l'hôpital se serait trompé dans ses envois de déchets. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, les hôpitaux doivent trier leurs déchets eux aussi, mais tout ce qui concerne les opérations, seringues, poches de médicaments en tout genre, ou même de sang, et autres contenus gore, sont enfermés dans des boîtes jaunes et doivent partir à des centres spéciaux afin d'y être détruits. Seulement ce jour-là, le transporteur qui devait amener ces produits dans le centre d'incinération s'est trompé et l'a emmené à la place au centre de tri. Prévenu de l'erreur un peu trop tard, le centre était déjà rempli de ces déchets. Beaucoup des boîtes jaunes n'étaient pas ouvertes, mais quelques-unes d'entre elles n'avaient pas réussi à résister au choc du voyage. Ce jour-là, les employés furent prévenus de l'erreur de l'hôpital. Ils avaient le choix, prendre leur journée ou alors faire le tri rapide afin d'essayer de se débarrasser des déchets qui n'avaient absolument rien à faire ici. La moitié d'entre eux a renoncé à cette journée de travail et les autres se sont vus accorder une prime colossale afin d'essayer de ne pas vomir durant cette pénible journée qui allait être pour eux certainement la pire qu'ils n'avaient jamais connue. Ils se sont retrouvés une petite quinzaine à vouloir à tout prix cette prime et tout contents à l'idée de faire quelque chose qui pour eux changerait de leur quotidien. Ils se mirent donc en place et pendant 10 heures de suite, le temps d'être sûr que tous les déchets soient bien triés, ils virent passer devant eux tous les produits médicaux, comme je vous le disais plus tôt, des seringues, des poches de médicaments, quelques vieux plateaux repas jetés par erreur dans ces boîtes, ou tout simplement parce que les médecins avaient la flemme de les mettre dans les bonnes poubelles. Après tout, la fainéantise humaine ne connaît ni limite, ni différence de métier. Mais ce que tout le monde redoutait arriva quand même. Une dizaine de boîtes qui provenaient des salles d'opération s'étaient malheureusement ouvertes, déversant devant les employés courageux la quantité astronomique d'organes, membres coupés et autres déchets enlevés à des gens qui étaient probablement morts sur le billard. Une dizaine d'entre eux n'allèrent pas jusqu'au bout de la journée. Surtout l'un d'entre eux, qui n'arrêtait pas de se vanter que ce n'était pas 3-4 poches de sang qui allaient lui faire peur. Je dois même dire qu'il était bien parti pour faire l'intégralité de la journée. Mais comme les autres, il vomit les repas de ces 3 derniers jours quand il vit le contenu de l'une de ces boîtes qui provenait justement d'une salle d'avortement. Je ne vous fais pas de description, mais je vous laisse imaginer que ces petites choses ne bougeraient certainement plus jamais. Et c'est là que cet homme, nommé Robert, démissionna de ce travail, car d'après lui,
Il avait suffisamment vu dans ce domaine, alors qu'à la base, il était simplement là pour gagner sa vie comme tout le monde. Mais il se sentait comme utile dans un centre de tri, en essayant de trier les déchets afin de recycler et faire du bien à la planète. À la base, les intentions de rentrer dans ce centre étaient en grande majorité à but humanitaire, mais il avait tellement vu toutes les choses et saloperies que les gens jetaient dans leurs poubelles, sans y porter la moindre attention et sans avoir le moindre scrupule sur le mal que cela pouvait faire à d'autres. Et il pensait bien avoir tout vu jusqu'à ce jour. Il ne pouvait donc plus travailler dans cet endroit, car malheureusement, quand il y repensait, il n'avait plus qu'une seule chose en tête, le dégoût. Notre histoire commence dans une école primaire, je dois même dire une école privée, comme il y en a beaucoup. Elle n'avait rien de bien spécial, assez grande, de bons professeurs et des élèves modèles qui respectaient à la lettre tous les règlements intérieurs. L'école parfaite pour la lignée parfaite et pour les gens qui se déclarent eux-mêmes parfaits. Enfin, on en connaît tous des gens qui se croient supérieurs aux autres car leur portefeuille est beaucoup plus garni. Cela vous donne à peu près l'idée du niveau de mentalité des enfants et des professeurs qui côtoient régulièrement ces murs. Mais pourtant, cette école avait quand même un petit défaut, je dois dire. Pour une école de la haute, elle manquait cruellement de sécurité. Une banale caméra placée devant le portail d'entrée et une simple alarme qui pouvait prévenir la police à tout moment. Mais ni vigile ou d'autres caméras disposées aléatoirement dans les salles de classe afin d'essayer de surveiller un minimum. Un cambrioleur en a donc profité afin d'essayer de faire, d'après lui, le coup du siècle. Vous allez me demander pourquoi cambrioler une école, même privée, il n'y a certainement rien à voler dedans. Au contraire, cet homme savait exactement quoi chercher. Il entra donc très facilement dans l'école, en escaladant simplement le grand mur de l'enceinte, puis il se dirigea rapidement dans le bureau du directeur. Lui qui avait toujours rêvé d'intégrer cette école quand il était plus jeune. Il s'imaginait tant de choses, mais au final, il fut bien déçu de voir que d'intérieur l'école était des plus banales. Une décoration ordinaire et d'immenses dessins d'enfants représentant des dinosaures, comme beaucoup aiment le faire à cet âge. Il s'arrêta devant l'un des dessins et lut le nom du dinosaure, Deinonychus. Il se dit alors, bah bordel de merde, je veux bien qu'il soit de la haute société, mais ils auraient pu quand même sortir un autre nom plutôt que celui-ci qui est réellement accouché dehors. L'homme atterrit rapidement dans le bureau du directeur et commença à le fouiller de A à Z afin d'essayer de trouver les documents des élèves. Documents qui contiendraient le nom, prénom, mais surtout l'adresse de chacun d'entre eux. La grande liste des adresses de tous les gros bonnets de cette ville et qui serait très certainement facile à cambrioler, se sentant complètement invincible et au-dessus du système. Une liste qui pour lui était une véritable mine d'or. Mais bien sûr, il ne fallait pas qu'il embarque la liste. Vous imaginez bien sûr que si le directeur aurait remarqué son absence, il aurait prévenu tous les parents d'élèves et son plan aurait pu être compromis. Il prit donc plusieurs photos avec son téléphone, puis rangea discrètement les documents, comme si de rien n'était. Mais complètement heureux de sa trouvaille, il ne fit pas attention à l'homme des ménages, qui lui tomba dessus dans le couloir. D'abord surpris, il se ressaisit puis il lui dit « Dégage de là, et fais comme si tu n'avais rien vu, sinon je te préviens, je te casse la gueule. » Des menaces qu'il ne croyait pas vraiment lui-même, car il ne voyait pas vraiment le visage de l'homme dans la pénombre, et il n'arrivait pas à savoir si son intimidation avait ne serait-ce que marché. Et c'est là que l'homme de ménage se mit à rire, d'abord faiblement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que son rire s'entende dans tous les couloirs de l'école.
terrorisant le cambrioleur, qui tenta de prendre ses jambes à son cou, afin d'essayer de s'enfuir et de mettre le plus de distance possible entre lui et ce véritable malade. Malheureusement pour lui, l'homme des ménages avait dû entendre son arrivée et avait bloqué tous les accès. Le voleur courut aléatoirement partout dans l'école, cherchant désespérément une issue, en entendant les rires du concierge se rapprocher rapidement de lui. Qu'importe où il allait, les rires se faisaient toujours de plus en plus forts et devenaient de plus en plus angoissants. Fatigué de sa course-poursuite, il décida de faire une pause, en espérant qu'il ne le trouve pas. Il se cacha dans un placard et essaya de se faire le plus discret que possible. Mais quand il referma la porte derrière lui, il remarqua qu'il venait de s'enfermer dans le placard du concierge. Il essaya de se rassurer en se disant que l'homme ne viendrait pas le chercher ici, pas dans son propre domaine. Mais quand il alluma la lumière de son téléphone, il découvrit toutes les affaires du concierge: balai, aspirateur, chiffon pour le sol et plusieurs membres humains, maladroitement découpés ici et là et exposés comme des trophées de chasse. Complètement paralysé par la peur, la porte s'ouvrit lentement derrière lui et le concierge entra lentement dans la pièce en continuant à rire de plus belle. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette école n'a pas besoin d'agents de sécurité? Si vous avez toujours un doute, vous pouvez toujours aller leur demander. Ils vous répondront simplement qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont d'après eux le meilleur concierge qu'on ne puisse jamais rêver. Enregistrement personnel du directeur de l'école d'Ulysse, 9 juin 2021. Cela ne me surprend plus maintenant. J'ai encore eu la chance de trouver quelqu'un dans mon bureau qui visiblement cherchait quelques petits papiers. Je dois dire que le concierge fait un travail formidable, aussi bien dans son domaine professionnel que dans la sécurité. J'avoue que j'ai souvent du mal à cacher les corps qu'il laisse derrière lui, mais ce qui est génial quand on est le directeur d'une école très connue, beaucoup vous respectent et acceptent de faire quelques petits travaux sans poser trop de questions. Beaucoup encore me posent la question: pourquoi ai-je engagé Igor comme concierge de l'école? Il n'y a pas que la raison de son excellent travail. J'ai une petite confidence à faire. Bon sang, depuis le temps. Allez, je l'avoue, et comme ça sera derrière moi. Igor est mon petit frère, un frère que j'ai lâchement abandonné, laissé derrière moi, peut-être involontairement, mais je regrette tellement d'avoir perdu tant d'années avec lui. De nos jours, il a ce côté psychopathe qui s'en fiche éperdument de ce qu'il s'apprête à faire et qui ne fait que faire son travail. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il fut à temps même c'était un garçon adorable, le frère qu'on aimerait tous avoir, attentionné, joueur, très agréable de caractère, une vraie perle. Mais tout a dérapé à l'âge de mes 20 ans. À cette époque, j'ai quitté la maison familiale afin d'aller poursuivre mes études dans l'éducation. Je ne pouvais pas aller voir ma famille très souvent. La distance avait un coût et je ne pouvais pas me permettre d'y aller chaque week-end. Et vous savez ce que c'est. Avec le temps, on commence à se faire une nouvelle vie, des amis, une copine. Puis, on n'a plus vraiment le temps de prendre soin de la famille. C'est durant cette période d'absence qu'un cambrioleur est entré chez mes parents et les a tous les deux tués, alors qu'ils émergeaient tout juste de leur sommeil. Après l'avoir entendu entrer dans la maison, Igor a été témoin de la scène et a réussi à immobiliser le cambrioleur en lui assaignant un coup mortel. Mais pris dans la panique, Igor n'a pas fait ce qu'il devait faire. Au lieu d'appeler police secours et de plaider la légitime défense, ce qui avait de grandes chances de marcher à ce moment-là, il a préféré dans un premier temps essayer de cacher le corps du cambrioleur qu'il venait de tuer. Il m'a avoué avoir passé de longues heures à chercher comment se débarrasser d'un corps sans que personne ne puisse le retrouver. L'enterrer dans les bois, cela finit toujours par ressortir. Le balancer dans une rivière, un pêcheur le retrouvera plus tard. Le laisser dans la maison,
Pas question, des visiteurs auraient très certainement tombé dessus. Alors il l'a découpé, morceau par morceau, et a décidé de le dévorer, tout en prenant son temps, car il ne voulait pas non plus se donner une crise de foie. Il a mangé chaque partie de cet homme, de façon différente afin de ne pas se lasser. Même si, il m'a aussi avoué ne jamais avoir pris de plaisir à déguster chacun de ses repas. À ce moment, la folie commença à le guetter, mais ce n'est que 2 jours après avoir fini le cambrioleur qu'il chercha une solution pour les corps de nos 2 parents. Mais la police entra chez eux, alertés par les voisins qui ne les avaient pas vus sortir de chez eux depuis très longtemps. Seul fut trouvé les corps de mes parents et mon frère Igor qui ne cessait de clamer son innocence. Mais faute de preuves, il était le coupable parfait. Pour ma part, je n'ai pas assisté au procès. Je voulais à tout prix devenir directeur, et je ne voulais pas que l'image de mon frère ne ternisse sur moi ou sur ma réputation. J'ai tellement honte maintenant. Quand je pense maintenant que mon frère a atterri pendant plus de 25 ans dans un hôpital psychiatrique. Mais comme je l'ai dit plus tôt, quand nous sommes devenus directeurs d'une école privée, aussi bien réputée que la mienne, on peut se permettre quelques petits privilèges, comme faire sortir son frère un peu plus tôt. Je ne m'imaginais pas l'abandonner une fois de plus. Alors je lui ai proposé un poste de concierge ici, mais voyant que son état mental avait lourdement souffert de ce séjour, il n'est plus et ne sera plus jamais lui-même. Maintenant, il est le concierge et l'agent de sécurité de cette école. Tiens, à ce propos, le voilà. Entre, Igor, la porte est ouverte. Vas-y, assis-toi. Il fallait que je te parle. Tu te rappelles de ce prof de français, celui que tu n'apprécies pas beaucoup? Oui, le nouveau, qui nous a rejoints il y a à peine 2 mois. Je trouve qu'il regarde un petit peu trop dans nos dossiers, et j'ai un peu peur qu'il découvre notre petit secret. Je pense que ce soir, je vais lui passer un coup de fil sur son portable. Je vais prétexter que j'ai oublié des dossiers très importants à mon bureau, et qu'il me les faut absolument pour demain. Lèche-cul comme il est, tu verras qu'il va foncer tête baissée ici. Et toi, mon très cher frère, tu seras là bien sagement à l'attendre. Tu sais ce qu'il te reste à faire, bien sûr. Oh, je pense que vous deux, vous allez très bien vous amuser. Oh, bonjour à vous. Mais vous n'êtes pas mort? Ah oui, vous êtes les nouveaux visiteurs qui sont là pour nos histoires? Je me demandais quand ça serait à mon tour justement. En général, je n'aime pas trop parler de ma mort, mais comme vous êtes là, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Je vivais dans une petite ferme en Amérique. J'étais seule avec mon père. Ma mère est morte en me donnant la vie. Je n'avais d'elle que quelques photos pour me donner une idée de son visage. Nous n'avions pas beaucoup d'argent et peu de jolies choses. Mais cela nous suffisait amplement. Nous cultivions nos champs des journées entières, sans compter nos heures de travail. Je n'avais pas le temps d'aller à l'école, mais mon père m'a toujours donné une très bonne éducation. De toute façon, je n'avais pas l'intention de devenir une grande doctoresse, professeure ou un autre métier vraiment difficile. Je n'avais qu'une seule idée en tête, continuer la ferme familiale et la faire découvrir à mes futurs enfants. Vous imaginez que je n'avais pas beaucoup d'amis, même pas du tout. Notre ferme était beaucoup trop loin de la ville, la plus proche pour avoir de la visite. Juste quelques clients de mon père qui venaient acheter les légumes que nous cultivions. Mais je n'étais pas seule pour autant. J'avais beaucoup d'amis à plumes, des dizaines de corbeaux. Plusieurs d'entre vous me diront que cet animal n'est pas une bonne compagnie et qu'il aurait pu me faire du mal. Mais vous auriez été surpris de voir à quel point les clichés qu'on leur donne sont complètement faux. Cette créature est tellement magnifique. Leurs plumes noires avec un petit reflet bleu est sûrement la plus belle chose qu'on peut voir dans la nature. J'ai commencé à jouer avec eux quand je leur ai donné à manger pour la première fois. Au début, c'était surtout par curiosité, mais j'ai très vite vu en eux de très bons compagnons. Et eux ont dû me voir comme une bonne amie, toujours prête à leur donner à manger pendant les périodes difficiles. Je leur avais appris à chasser les rongeurs qui détruisaient nos champs, à faire peur aux rares curieux que je n'aimais pas vraiment voir près de chez nous. Les 3 plus intelligents du groupe étaient même capables de dire « hello ». On peut dire que tous se portaient bien dans le meilleur des mondes. Mais tout a pris fin le 9 septembre 1945. La période du maïs arrivait à grands pas et nous nous préparions à le ramasser. Comme à notre habitude, le travail se faisait à la main et cela allait nous prendre plusieurs longues journées. Ce jour-là, mon père m'a demandé d'aller ramasser seul, ceux au centre du champ.
qui avait mûri beaucoup plus vite que les autres. De son côté, il est resté le long de la route afin de voir arriver les premiers clients du jour, qui étaient très impatients de venir chercher leur maïs. Je suis donc allée faire le travail seule, avec bien sûr mon armée de corbeaux qui restait au-dessus de moi pour attendre quel maïs j'allais leur donner. Je n'avais pas du tout peur de m'y rendre. Le centre du champ était complètement perdu et je n'y avais jamais vu personne. Je n'avais jamais été peureuse, j'aurais peut-être dû l'être un peu ce jour-là. Quand je suis arrivée sur place, le coin était très calme, mais le boulot à faire était vraiment impressionnant et me donnait le tournis. Je m'étais vite mise au travail, mais comme une idiote, je n'avais pris que 2 paniers pour tout ramasser. Je l'ai très vite rempli et j'ai dû retourner chez moi pour prendre quelque chose de plus grand. J'ai vite fait l'aller et retour. Je n'avais fait qu'une rapide pause pour voir comment se débrouillait mon père avec les clients. Je n'avais jamais vu autant de monde en une seule fois. Mon pauvre père ne savait plus où donner de la tête. J'aurais dû aller l'aider. Mais j'avais peur de déranger plus qu'autre chose. Et puis, avec tout le maïs qui partait à vue d'œil, il valait mieux que je ramène rapidement beaucoup plus. De retour à mon travail, je n'arrêtais pas de penser à mon père qui était débordé de travail. Mais cela était une bonne chose. Il allait enfin pouvoir finir de rembourser quelques emprunts que nous avions faits à la banque. Et les fêtes de fin d'année allaient sûrement être magnifiques. Mais je ne le saurais jamais. Tout est allé si vite. J'ai eu beaucoup de mal à réussir à ne pas oublier ce moment. Mes corbeaux ont commencé à croasser plus fort que d'habitude. Ils n'étaient plus au-dessus de moi, mais juste quelques mètres sur ma droite. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, un grand homme m'a rapidement attrapé par les épaules et a commencé à me chuchoter. « Excuse-moi, mais cela est entièrement de la faute de ton père. » Avant que je n'ai eu le temps de réagir, il a sorti un couteau de sa poche et il l'a planté dans mon torse. La douleur était si forte qu'elle m'a paralysée sur place. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais le simple fait de respirer était devenu extrêmement douloureux. Je pense qu'il a dû me percer un clou. Il ne s'est pas acharné sur moi comme une brute, mais il m'a regardé quelques secondes et puis avec un visage de tristesse, il a disparu dans les champs. J'ai réussi à retourner à notre maison tout en me vidant de mon sang avec l'effet de l'adrénaline. Mais j'ai fini par m'écrouler non loin de mon père, qui n'avait pas remarqué sur le coup. La dernière chose dont je me souviens, c'était qu'il hurlait mon nom, et les autres gens aussi criaient « Allez chercher le docteur !» Quand je me suis réveillée, il faisait nuit. C'était quelques jours après. Je ne comprenais pas ce qu'il s'était passé. Je suis rentrée chez moi pour y retrouver mon père, mais la maison était complètement vide. Il ne m'avait jamais laissée seule en pleine nuit. J'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Je l'ai donc attendu toute la nuit dans le salon. Je pensais m'endormir sur le canapé, mais la fatigue n'est pas venue. De toute façon, on ne dort plus quand on est mort. Mon père est arrivé le lendemain matin. Il était habillé de sa plus belle tenue, et il n'a rien dit de toute la journée. Je n'arrêtais pas de lui demander pourquoi il était si triste, et ce qu'il s'était passé, mais il n'a jamais répondu. Il restait là, assis sur une chaise, à regarder le mur droit devant lui. Moi, je restais à côté de lui, sans dormir ni manger, juste à me demander ce qui lui était arrivé. Ce n'était que 2 jours plus tard que j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Un ami de mon père est arrivé. Il lui a demandé si tout allait bien. Il lui a rapidement répondu oui. Mais il savait bien que ce n'était pas vrai. Ils ont longuement parlé ensemble d'un enterrement et que tout notre village le soutenait. J'ai finalement compris que j'étais morte et que plus jamais mon père ne connaîtrait le bonheur dans sa vie. Quelques jours plus tard, il a recommencé son travail et a englouti sa peine. Tout notre maïs était foutu. Mais il a vite préparé les champs pour replanter. Il avait souvent la visite d'un ami qui venait voir comment il allait. Et il faisait tout pour paraître fort devant eux. Mais tous les soirs, il n'arrêtait pas de pleurer ma mort. Une voix au fond de moi n'arrêtait pas de me dire que je devais partir et le laisser faire tout ça seul. Mais j'avais un mauvais pressentiment et je n'ai pas pu le laisser. Quelques mois plus tard, 2 hommes sont arrivés chez nous. Ils ont commencé à dire que la ferme était à eux et que mon père n'avait plus rien à faire ici. La conversation est vite devenue une dispute et ils en sont rapidement venus aux mains. Dans la bagarre, j'ai reconnu l'un des 2 hommes. C'était lui qui m'avait pris ma vie. J'ai vite compris que s'il était capable de faire ça à une fille de 15 ans, qu'aurait-il pu faire à mon père ? J'ai ressenti une très grande colère contre ces 2 hommes. Une colère si grande qu'elle en a attiré tous mes amis les corbeaux autour de nous. Ils ont commencé à tourner tout autour de moi, comme pour attendre un ordre de ma part. Puis, j'ai pointé du doigt les 2 hommes pour faire comprendre à mes amis qu'ils devaient les attaquer. Les corbeaux se sont jetés sur les hommes, leur piquant le visage. Ils les ont griffés partout où ils pouvaient. L'un d'entre eux en a perdu son œil. Et ils se sont sauvés comme des lapins. Les jours et les mois ont passé, sans qu'ils ne reviennent dans la ferme. Du moins, sans qu'ils n'ont réussi à y rentrer. Ma petite armée est restée là à monter la garde, comme s'il respectait ma dernière volonté. Je pense que mon père avait dû comprendre que j'étais encore là, avec lui,
pendant tout ce temps. Mais il n'a jamais essayé de parler tout seul à voix haute pour me faire passer un message. Peu importe, du moment que je pouvais rester avec lui. J'étais très heureuse comme cela. Je suis restée dans la ferme jusqu'à son dernier jour. Il est mort dans son sommeil, le 22 août 1983. Quand il s'est levé de son lit ce jour-là, son corps est resté sur place, et il a fallu un long moment pour qu'il comprenne ce qui venait de lui arriver. Mais quand je l'ai appelé, il m'a regardé dans les yeux pour la première fois depuis plusieurs années. Nous nous sommes enlacés et avons échangé des larmes de joie. C'était l'un des plus beaux et plus tristes moments depuis ma mort. Mais cela n'a pas duré. Après quelques minutes, nous avons entendu la voix douce d'une femme qui nous a appelés. J'ai vaguement vu la silhouette d'une grande et belle femme dans un grand cercle de lumière. Mon père m'a dit que c'était ma mère et qu'elle était aussi belle que le jour où il l'avait perdue. Il m'a pris les mains et m'a dit que nous devions la rejoindre, afin d'être tous réunis comme une famille que nous n'avions pas eu la chance de connaître. Mais ma mère lui a dit qu'elle n'était pas venue pour me chercher, du moins pas maintenant. J'étais restée toute ma vie et ma mort dans cette ferme. Je n'avais presque aucune idée de ce à quoi ressemblait le monde extérieur, et je ne pouvais pas le quitter sans l'avoir vu. Mon père n'était pas d'accord avec elle, mais elle a doucement insisté en lui expliquant que maintenant, je ne risquais plus rien. Et si quelque chose devait vraiment m'arriver, ils seraient toujours là, tous deux, à prendre soin de moi de là-haut. Mon père m'a lâché la main et a laissé échapper une larme. Il m'a dit qu'il était désolé de ne pas avoir pu me sauver le jour de ma mort et qu'il n'avait pas passé une seule journée sans penser à moi et à ma mère. Je lui ai répondu que je ne l'avais jamais quitté pendant toutes ces années et que je savais à quel point il nous aimait fort. Il est parti auprès de ma mère et elle a rajouté « N'oublie pas que tu peux nous rejoindre quand tu voudras. Quand tu te sentiras prête, nous viendrons. Amuse-toi bien, ma chérie. » Puis, ils ont disparu tous les deux, me laissant seule. Je suis restée encore quelques jours dans la ferme pour voir ce qu'elle allait devenir. Finalement, le maire l'a récupérée pour ouvrir une maison de retraite, afin que les personnes âgées de mon village puissent connaître la même tranquillité que ma famille avait toujours eue comme ultime cadeau. Puis, j'ai voyagé de ville en ville pour connaître le monde. Mais là, j'ai préféré faire une petite pause, ici, pendant un moment. Je n'ai pas l'habitude des routes et, même dans la mort, cela est très fatigant. Et je ne peux pas rester éternellement. Il me reste beaucoup à voir. Et j'ai hâte de retrouver mes parents. Je pense que je vais arrêter de vous embêter avec moi. Il vous reste encore beaucoup d'autres histoires à écouter. Après tout, on ne s'ennuie jamais ici, dans la taverne des morts. Connaissez-vous le Bugs Bunny Challenge? Ce nouveau défi très à la mode sur TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi vous expliquer rapidement. Bien sûr, vous devez connaître le personnage Bugs Bunny, le célèbre lapin de Warner Bros. Le challenge consiste simplement à se faire des oreilles de lapin comme le personnage, en s'allongeant sur son ventre et en laissant apparaître ses pieds derrière sa tête, afin de faire comme des oreilles de lapin. Un petit jeu tout bête, me direz-vous. Il y a deux façons qui reviennent le plus souvent. La version originale, où la personne est totalement allongée sur le ventre, et qui ne laisse paraître que ses pieds derrière sa tête. Ou la version un peu plus coquine, pratiquée uniquement par des dames, et qui laisse paraître aussi leur postérieur, afin de le mettre en avant, alors que celui-ci est très peu vêtu. Mais il y a peu de cela, quelqu'un s'est vite fait remarquer grâce à ce challenge. Son nom était The Lapin King. Il n'y avait aucune info sur lui. Son compte était très récent. Il l'avait même probablement fait uniquement pour ce challenge. Et sur toutes ses photos, il portait un très gros masque, ce qui rendait son visage complètement invisible. Non, il ne s'agissait pas d'un masque de lapin, car sinon ça lui aurait fait 4 oreilles. Étonnamment, les masques variaient, sûrement afin de se donner des styles différents, mais tous rappelaient un personnage de film d'horreur. On passait de Michael Myers à Freddy, suivi par Jason quelques photos plus tard. Mais ce qui rendait ces photos uniques, c'était la mise en scène qu'il utilisait, afin que l'effet soit des plus réalistes. On avait même l'impression par moments qu'il n'était pas du tout allongé sur le ventre, mais pourtant ses pieds apparaissaient bien derrière sa tête. Plusieurs personnes faisaient la remarque que les pieds paraissaient parfois beaucoup plus petits, ou même beaucoup plus grands.
Il ne répondait jamais aux commentaires. Plusieurs de ses abonnés répondaient simplement que cela devait être une illusion d'optique, créée avec les différents modèles de téléphone qu'il devait utiliser. Mais la réponse fut malheureusement trouvée quelques jours plus tard, car malheureusement pour lui, il eut comme la malchance d'avoir soudainement des pieds d'une couleur de peau complètement différente à la sienne, et ce détail n'échappa à ses abonnés. Les questions gênantes en continuaient à pleuvoir, sans qu'il n'y réponde jamais, jusqu'au jour où il posta sa toute dernière photo, et il montra sa grande collection d'accessoires afin de rendre ses photos beaucoup plus belles. Et oui, il utilisait bien comme cela plusieurs pieds, mais vu l'état de décomposition de plusieurs, beaucoup comprenaient rapidement qu'il s'agissait de vrais pieds, qu'il avait certainement dû voler de diverses façons, afin de créer une illusion des plus parfaites. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et notre très cher lapin démembreur aurait pu disparaître dans la nature. Mais il y a quelques jours de cela, les gros titres des journaux annoncèrent ce qu'il semblait être une très bonne nouvelle. Le démembreur de cadavres enfin attrapé. L'article racontait que c'était un ancien employé de morgue qui avait mystérieusement disparu après qu'il avait découpé les pieds d'un très grand nombre de cadavres, qu'il avait à la base la charge de faire l'autopsie afin de découvrir les causes de la mort. Si vous aussi un jour vous décidez de vous lancer dans un nouveau challenge sur TikTok, surtout faites bien attention. Surtout faites bien attention à quelqu'un qui serait un peu trop fort dans ses photos, car on ne sait jamais quel terrible secret peut bien se cacher derrière l'appareil. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il s'agissait d'Isaac. Je suis encore là, assis sur les marches, à regarder ce bout de papier et ces mêmes paroles que ce saloperie de lapin nous répète systématiquement. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas depuis très longtemps, mais quand même, comment peut-on vouloir rejoindre un tel monstre? Le seul détail auquel je l'admire sera toujours son immense intelligence, car malheureusement, et cela me fait très mal de le reconnaître, c'est vrai qu'il aura toujours une longueur d'avance sur nous. À moins que, peut-être, c'est peu probable, mais il faut que j'aille vérifier quelque chose. Je me suis donc rendu rapidement à la salle d'observation et j'ai vérifié les emplacements GPS de tous nos véhicules, y compris celui de Isaac qui manquait à l'appel sur le parking. Et effectivement, j'ai un signal, quelque part au nord du Grand Canyon. Se pourrait-il que l'un de ces lapereaux aurait fait une petite erreur? La petite erreur. Je dois en avoir le cœur net, pas de temps de prévenir les autres. J'ai donc couru à ma voiture, me rendant aussi vite que possible au signal, en espérant que cela puisse m'amener sur quelque chose, ou avec un peu de chance, sur Isaac lui-même, afin d'essayer de le rattraper. Le chemin n'a pas été facile. En même temps, je m'y attendais. Des petits raccourcis, virages très escarpés. J'ai dû même terminer une partie de la route à pied, de peur de faire le grand plongeon dans le canyon. Comment a-t-il fait pour passer? Je n'en ai vraiment aucune idée. Il doit avoir l'habitude du terrain, certainement. Après une si longue route, je suis arrivé enfin devant une grotte que nous avions repérée il y a 2 mois de cela. À cette époque, nous l'avions explorée et déclarée comme vide. Mais cela ne me surprend pas. Après tout, il se déplace constamment. J'ai rapidement appelé mes collègues par radio, juste avant de rentrer dans la grotte, leur expliquant que j'étais sur la trace d'Isaac, et avec un peu de chance, sur celle du Rabbitman. Ils m'ont demandé de les attendre, mais je ne sais pas si la grotte possède un autre passage, et si ça se trouve, il m'a déjà entendu arriver. J'ai perdu trop de temps comme ça. Allez, on verra bien ce qu'il se passe. Dans le pire des cas, je me laisserai attraper et les autres arriveront 10 minutes plus tard. Je suis entré discrètement et avancé à pas sûr dans la grotte, en essayant de faire le moins de bruit que possible, mais en forçant tout de même le pas. Cela faisait des mois que je n'avais pas eu une aussi belle occasion. Hors de question pour moi de la manquer. En arrivant au fond de la grotte, j'y ai vu toutes les traces du Rabbitman, plusieurs morceaux de viande en train de sécher, accrochés ici et là dans la grotte. Ces dessins habituels, représentant lui, courant après de simples touristes,
Et ce foutu message, cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché derrière vous. Puis je l'ai vu, le Rabbitman, il était là, en train de travailler une pièce de viande, certainement son prochain repas. Il ne m'a pas remarqué. J'ai donc profité pour avancer lentement dans son dos, afin d'essayer de l'assommer, ou alors au moins de le maîtriser. Mais un foutu caillou sur mon passage a trahi ma position. Il se retourne violemment et se jette sur moi. Sûrement un geste défensif, plus qu'agressif. J'ai eu au moins le mérite de réussir à le surprendre. J'arrive à le repousser et je m'élance à mon tour sur lui, le plaquant violemment au sol. Il attrape ce même caillou qui avait trahi ma position et me frappe en pleine tête de toutes ses forces. Je ressens une douleur vive et très forte sur le côté droit de mon crâne. Mais je n'ai pas le temps de me plaindre. Je me ressaisis aussitôt et je tente de me remettre debout afin de tenter de l'immobiliser. Je n'ai malheureusement pas d'arme sur moi. Et puis de toute façon, je vois bien qu'il est beaucoup trop agile. Il aurait été très facile pour lui de me l'arracher des mains afin de la retourner contre moi. Je m'élance et essaye de le frapper en plein visage, enfin, dans le masque. Mais il attrape mon bras au passage et me projette en arrière. Me voilà à nouveau sur le sol et je le vois faire demi-tour afin d'aller chercher l'un de ses ustensiles. Je me relève très rapidement alors qu'il hésite encore sur quel couteau il allait bien pouvoir utiliser afin de pouvoir m'achever. Mais je ne lui en laisse pas le temps et je repars aussitôt à la charge. Cette fois-ci je m'élance et le frappe de toutes mes forces dans son dos, ce qui a effet de le stopper net dans sa course et de le faire tomber sur sa table d'opération. Il se retourne face à moi et il se saisit du premier couteau qui passe à sa portée. Mais je ne lui en laisse pas le temps de l'utiliser. Je lui immobilise son bras de ma main gauche et avec ma droite je continue à le frapper, plusieurs fois de suite. Le visage, le torse. Je continue mon geste pendant plusieurs minutes, sans même vérifier s'il n'est pas déjà assommé. Mais ne voyant plus aucun signe de vie de sa part, je décide de m'arrêter. Je le relâche et le vois lourdement tomber sur le sol. Ça y est, je crois que je l'ai eu. Je devrais aller chercher mes collègues, mais je meurs d'envie de savoir qui se cache derrière ce masque. J'attrape donc ses deux oreilles et je commence à tirer dessus. Et c'est là qu'il me mit un grand coup de pied dans mes genoux, me faisant tomber lourdement sur le sol. Il se relève péniblement et saisit de nouveau un couteau avant de se jeter sur moi. Je mets ma main sur la trajectoire de sa lame afin d'éviter de me prendre le coup dans la figure et je la sens passer à travers. La douleur est tellement vive, mais pas le temps pour moi de hurler. Je profite que sa lame soit coincée dans ma main afin de lui arracher beaucoup plus facilement et de la renvoyer contre lui. Cette fois-ci, il ne me laisse pas le choix. Je vois bien qu'il ne se laissera jamais capturer. Je lui fais donc comme une gifle au niveau du cou, afin de lui enfoncer la lame du couteau encore plantée dans ma main, lui provoquant une blessure mortelle. Il ne prononça pas un seul mot, pas un cri de douleur. Il n'a fait que tenir sa blessure en essayant d'enlever la lame encore coincée. Mais je l'enlève de moi-même et je recommence à le frapper. Une deuxième fois, une troisième fois. Je le plante comme cela une dizaine de fois, jusqu'à ce qu'il s'écroule sur le sol, pour cette fois-ci ne plus jamais se relever. J'essaie de me relever péniblement, mais la douleur à la tête est toujours là. Et maintenant que le combat est terminé, et que l'adrénaline présente dans mon sang redescend, je commence à ressentir cette douleur de plus en plus vive. Juste avant de m'évanouir, j'attrape une nouvelle fois son masque, et je tire dessus de toutes mes forces, et j'y découvre le visage de Isaac. Alors c'était donc lui. Depuis le début, le Rabbitman a toujours été avec nous. Ceci explique pourquoi il a toujours su ce que l'on allait faire en avance. Mais je n'ai pas eu beaucoup le temps d'y réfléchir. Je me suis écroulé lourdement sur le sol, puis je suis tombé dans les pommes. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un brancard. Mes collègues étaient tout autour de moi, me demandant si j'allais bien, me disant que ça y est, cette crapule était enfin maîtrisée, que je l'avais eue, après tous ces mois à lui courir après. Le Rabbitman était mort. L'un d'entre eux a même dit en rigolant que quand je sortirai de l'hôpital, nous fêterons ça avec la meilleure bouteille de champagne qu'il pouvait exister. Ils étaient tous autour de moi, si ravis de savoir que cette histoire était enfin terminée. Mais pour être honnête, je ne les écoutais pas. J'entendais leur voix, mais je ne cessais de repenser à tous les moments que cette enquête a pu nous faire vivre. La destruction de notre premier QG, le nombre de victimes qui n'avait cessé d'augmenter,
La trahison de Victor est maintenant celle de Isaac. Ce qui est sûr, c'est que cela sera certainement la plus grande histoire que je n'aurai jamais connue. Les brancardiers sont arrivés quelques instants plus tard, et ils m'ont dit que j'étais maintenant prêt à être emmené à l'hôpital. J'allais avoir la chance de faire un petit tour en hélicoptère, car ma blessure à la tête devenait quand même assez inquiétante. Mais juste avant de me faire monter, l'une des salles de notre QG explosa en 1000 morceaux. Une énorme explosion qui fut un raffut d'enfer, brûlant au même passage plusieurs de nos véhicules, et 3 de mes collègues qui sortirent de la pièce en hurlant. Tous les autres se jetèrent sur eux afin de leur porter secours, alors que d'autres essayaient de chercher dans le bâtiment, afin de voir si d'autres avaient besoin d'aide. Les brancardiers aussi coururent dans leur direction, afin j'imagine de leur pratiquer les premiers soins. C'est donc tout seul que je suis resté à côté de l'hélicoptère, à admirer ce macabre spectacle. Mais qui avait bien pu pouvoir faire ça? Puis j'entendis sa voix juste derrière moi. Bonjour à vous et félicitations pour votre trouvaille. Non, ce n'était pas moi, mais vous n'avez pas totalement perdu pour autant. Vous avez tué mon dernier lapereau. Enfin, du moins ce que j'avais dans le Grand Canyon. Je pars d'ici définitivement. J'ai toujours voulu vivre dans les marais de la Floride, et j'ai déjà une base toute prête qui m'y attend. Mais... mais je ne pouvais pas partir sans vous. Je me suis trop attaché à vous, et à notre petit jeu de chasse au lapin. Je vous ai donc fait postuler pour une place de policier non loin de Monterrier. Et bonne nouvelle, vous avez été pris. Encore félicitations. Alors, on se retrouve là-bas? Ne m'en voulez pas si je commence la course en premier. Je vais devoir chasser en arrivant sur place. Rétablissez-vous, monsieur le nouveau grand policier. Je n'ai pas vu son visage, complètement bloqué dans mes bandages. Il est impossible que je puisse le voir. Mais comme petit cadeau de départ, il me jeta sur moi le visage de l'homme qui s'était échappé de son repère afin de venir nous chercher. Celui même qui avait mis le feu à notre premier QG et qui visiblement n'était pas son vrai visage. J'ignore combien de temps cette traque au lapin va-t-elle encore continuer, mais maintenant, je dois attendre que cette foutue blessure soit guérie, en espérant que mes collègues n'aient rien eu de grave. Je les vois encore tourner sur le sol afin d'essayer d'éteindre leurs vêtements pris par les flammes. Ils hurlent de douleur. Mais comment peut-il faire ça? Comment peut-il aimer autant faire du mal à autrui? Dès que je sors de l'hôpital, je jure que j'arracherai ces horribles oreilles de son visage et que je lui passerai l'envie de recommencer cela à tout jamais. Alors sur ce, Rabbitman, prépare-toi, car dans quelques mois, toi et moi on se retrouve. Ah, vous voilà donc enfin réveillé. Je me demandais encore combien de temps vous allez passer là à pouvoir dormir. Pourtant, j'ai fait un raffut pas possible. On peut dire que vous avez le sommeil bien profond. En même temps, avec la dose que je vous ai donnée, c'était peu probable que vous ne vous réveilliez de suite. Oui, je sais, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que je fais là? Patience, patience, voyons. Laissez-moi donc vous expliquer depuis le début. Après tout, ce n'est pas comme si que vous aviez un train à prendre. Vous êtes solidement attaché sur cette chaise. Pas la peine d'essayer de vous débattre comme cela. Vous ne vous ferez que du mal. Bien sûr, vous savez déjà qui je suis. Mais laissez-moi quand même me présenter une seconde fois. Après tout, je ne sais pas si vous avez récupéré totalement la mémoire. Appelez-moi tout simplement Rodrigue, le producteur de poissons le plus célèbre de la ville, voire même du pays tout entier. Mais si, rappelez-vous donc, le plus grand producteur de poissons d'aquarium, aussi magnifiques les uns que les autres, avec comme spécialité le magnifique discus. Ce poisson si parfait, si coloré, si... Ah, vous vous souvenez maintenant? Tant mieux. J'en avais un petit peu marre de parler de moi-même. Laissez-moi donc vous parler de mon travail. Après tout, vous étiez là pour ça, non? Pour savoir exactement comment je faisais. Pour avoir les plus beaux discus qu'on peut imaginer. Sachez juste avant que ce poisson est très spécial. Bien sûr,
Tous les propriétaires vous diront cette chose, car il est certainement le plus beau qu'on ne peut imaginer. Sa forme parfaite, toutes ses couleurs variées, pouvant passer de très foncé à extrêmement clair, lui donnant cette impression d'une variété d'espèces extraordinairement grande, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un seul et même individu, mais qui est disponible dans toutes les couleurs de la création. Mais bien sûr, un tel résultat ne s'obtient pas du jour au lendemain. Vous imaginez, ça serait beaucoup trop facile. Surtout que ceux qui vivent dans leur milieu naturel sont d'une couleur très foncée et n'ont rien à voir avec ceux que vous trouvez dans les aquariums municipaux. Moi et plusieurs de mes collègues avons fait plusieurs croisements au fur et à mesure des années, permettant ainsi d'obtenir de magnifiques couleurs et afin de pouvoir satisfaire tous nos clients qui devenaient de plus en plus exigeants. Pourquoi froncez-vous les sourcils? Vous trouvez que c'est moche de jouer avec la nature? Non, on ne joue pas avec elle. Après tout, quelle différence il y a entre changer la couleur naturelle d'un poisson ou changer celle de ses propres cheveux? Je vous rassure, dans tous les cas c'est indolore. Et l'animal ne souffre absolument pas et ne voit pas non plus son espérance de vie diminuer. Mais c'est là que la chose devient compliquée, car cet animal est très capricieux dans son élevage. Bon, je vous passe les détails de son système de filtration d'eau. Je pense que cela ne vous intéresse absolument pas, mais sachez qu'il lui faut une alimentation extrêmement riche en protéines. Bien plus que n'importe quel autre poisson d'aquarium. Beaucoup de mes collègues leur donnent du cœur de bœuf, qu'ils achètent une fortune à plusieurs magasins et autres bouchers de quartier. Quand j'ai commencé mon élevage, je n'avais malheureusement pas les moyens de pouvoir nourrir mes poissons avec une telle viande. Il a donc fallu que je m'organise d'une autre façon, car voyez-vous, les parcs publics débordent tellement d'animaux de compagnie qui ont été abandonnés par leurs propriétaires, ou alors qui se sont simplement amusés un peu trop loin de ceux-ci. Vous commencez à comprendre où je veux en venir. Vous devez imaginer que je suis un monstre. Oh, mais pas du tout, voyons. Après tout, je règle deux problèmes. Comment nourrir mes poissons à moindre coût? Et comment se débarrasser de tous ces animaux de compagnie qui sont abandonnés tout le long de l'année, surtout en ces périodes de grandes vacances. Je peux donc m'estimer heureux de vivre en France. Après tout, ne sommes-nous pas les champions du monde de l'abandon? Alors maintenant, monsieur le journaliste, posez-vous donc la question, qui sont les vrais monstres? Moi qui donne une dernière vie à ces animaux perdus, ou les propriétaires indignes, qui n'en voulaient tout simplement plus, car ils étaient beaucoup trop encombrants pour eux? Et puis regardez donc mes poissons, ils ne sont pas beaux comme ça? Regardez-moi toutes ces belles couleurs. D'ailleurs, c'est l'heure de leur donner à manger. Aujourd'hui, ça sera le cœur d'un labrador. Je l'ai trouvé au parc hier. La pauvre bête était complètement amaigrie, que cela fut très facile de l'attraper. Si vous vous demandez où est parti le reste de la viande, sachez que je vends aussi des piranhas. Et eux aussi, il faut bien les nourrir. Mais je garde toujours la meilleure partie, le cœur, pour mes chers discus adorés. Il y a cependant une chose que je n'ai jamais essayé de faire avec eux. Oui, bien sûr, je ne leur ai jamais donné de cœur humain. Je ne suis pas un monstre. Mais vous en savez peut-être un petit peu trop maintenant pour partir d'ici. Je m'apprête sûrement à en devenir un. Mais que voulez-vous? Votre arrivée est super bien tombée. J'ai eu une nouvelle portée très récemment. Ils sont jeunes et leur couleur ne demande qu'à se développer. Je vais enfin pouvoir savoir qu'est-ce que cela donne quand on leur donne du cœur humain. Ne faites pas cette tête, voyons. Dites-vous avant de mourir que vous aurez servi à faire avancer le progrès. Je vais peut-être obtenir une panoplie tellement belle que je lancerai peut-être une nouvelle mode. Je vous laisse imaginer en gros plan le discus human. Ça sonne tellement bien. Excusez-moi de ne pas lui donner votre nom, mais j'ai peur de ne pas le retenir, car très franchement, je m'en fiche royalement. Allez mon ami, détendez-vous une dernière fois, et fermez donc les yeux, car quand vous les ouvrirez de nouveau, vous serez très probablement au paradis.
J'ai attendu tellement longtemps pour jouer à ce jeu et au final me retrouver dans une telle situation, surtout dans un jeu de gestion. Qui aurait pu imaginer qu'une telle chose était possible? Enfin, si cela vient vraiment de cette mauvaise blague. Je laisse ce message derrière moi afin d'être sûr que personne ne tombe dans cet horrible traquenard. Laissez-moi vous expliquer depuis le début. Tout a commencé quand j'ai reçu en avance le jeu Jurassic World Evolution 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit simplement d'un jeu de gestion sur le thème de la saga Jurassic World. Vous devrez simplement faire votre propre parc et essayer de faire bien mieux que dans les films. Je vous passe les détails techniques du jeu, car nous ne sommes pas là pour ça. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je l'ai reçu plusieurs jours à l'avance. J'ai pu en profiter au maximum, et je dois dire que je me suis beaucoup amusé dessus. J'ai très rapidement terminé la campagne, que je ne vous spoilerai pas bien sûr, et j'avais préparé ma série de vidéos que j'aurais mis en ligne sur YouTube le jour même où le studio me l'aurait autorisé. Car comme vous le savez, même si on reçoit les gens en avance, il nous est complètement interdit de sortir une vidéo avant le jour de la sortie mondiale. Ma série étant toute prête, il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. Essayer ce nouveau mode de jeu que j'avais débloqué en finissant la campagne. Le mode survie. Assez étrange, vous me direz comme nom. Je suis entièrement d'accord avec vous. Sur le coup, je me demandais bien quel style de partie pouvait justifier un nom pareil, surtout dans un jeu de gestion. Mais quand j'y repense maintenant, c'est vrai que l'idée était pas mal. Pour faire court, nous devons incarner un visiteur dans le propre parc que nous avions construit, et il fallait essayer de le visiter dans un premier temps, jusqu'à ce que l'énorme tempête arrive et nous plonge dans un cauchemar, nous retrouvant ainsi, comme les jeunes dans la colo du Crétacé, à essayer de devoir quitter le parc, sans bien sûr se faire manger. Un niveau que je dois dire ressemblait plus à un survival horror qu'un réel jeu d'aventure comme un Tomb Raider. Le jeu me proposait d'avoir 3 IA avec moi, afin d'essayer de constituer une mini-équipe et sortir plus facilement du parc. Du moins, c'est ce que je pensais au début, car croyez-moi que ces IA seront très utiles, mais pour de toute autre raison. Vu que j'ai joué sur PC, le jeu a, il semblerait être, créé ses propres IA à partir d'amis que j'avais sur Facebook. Comment et pourquoi je l'ignore, mais cela n'était pas la pire chose que ce jeu me cachait encore. Et cela, je n'allais plus tarder à le découvrir. Le jeu a donc codé 3 IA à partir de mes vrais amis, Harvey, Luc et Lucille. Et d'une façon que je ne comprenais pas non plus, mais leurs personnages leur ressemblaient énormément. J'avais l'impression qu'ils étaient avec moi dans le jeu, à la différence qu'ils ne prononçaient pas un seul mot. D'une certaine façon, cela me rassurait. Comme dit l'expression, il faut savoir être bien entouré. Ce niveau du jeu est très court, mais cela est normal. Par rapport à la colo du Crétacé, le but de celui-ci ne sera pas de s'échapper d'une île. Mais je n'en dis pas plus, car cela serait du spoil. Nous avons donc commencé dans le centre du parc. Il n'y avait personne à part nous. Le décor joyeux et rempli de visiteurs que j'avais l'habitude de voir avait été remplacé par un décor sinistre et macabre, digne des plus grands films d'horreur. On voyait les corps de plusieurs autres visiteurs qui n'avaient pas eu la chance d'échapper aux prédateurs. Même si de base le jeu est de très bonne qualité niveau graphisme, je dois dire que pour ce niveau, la qualité est des plus exceptionnelles. Je dois même prévenir qu'à ce moment-là, âmes sensibles savent se tenir. Nous avons donc marché comme cela au milieu de tous les corps. J'avais mis mon casque à fond, afin d'être sûr de pouvoir entendre le moindre pas autour de nous, ou autre bruit suspect qui aurait pu nous avertir de leur présence. Il fallait d'abord essayer de récupérer une radio, présente dans le centre des recherches, afin d'essayer d'appeler à l'aide, même si personnellement, je ne pense pas que le niveau aurait été aussi facile que cela. Mais j'ai quand même suivi le scénario, même si cela était mon parc, et que je savais parfaitement où je devais aller pour essayer d'en sortir. Je n'allais quand même pas griller les étapes. Je n'ai jamais été un speedrunner, mais cette fois-ci, j'aurais vraiment dû le faire. Une fois entré à l'intérieur, nous avons trouvé rapidement la radio, et je vous laisse deviner, elle était complètement inutilisable. Sur le coup, je me suis dit, bordel, qu'est-ce qu'il est prévisible ce niveau. Mais j'ai vite déchanté, quand j'ai commencé à voir les dinosaures rentrer dans le centre avec nous. Je m'attendais bien sûr à voir une horde de raptors, ou autre gros carnivore faire son apparition. Mais il n'en fut rien, ce n'était qu'un groupe de stégosaures, qui était entré certainement à la recherche de nourriture. L'avatar de Lucille s'est mis en confiance, et a rapidement avancé devant eux afin de pouvoir les caresser. Certes, ce sont des herbivores,
mais ça reste quand même des colosses qui pourraient nous écraser avec une grande facilité. Et cela fut malheureusement le cas pour Lucille. Quand elle toucha l'un d'entre eux, il prit directement panique et essaya de fuir, renversant Lucille au passage, et il l'écrabouilla de tout son poids. Le personnage fut aplati comme une crêpe des puces sanglantes, déversant sur le sol du centre une quantité astronomique de sang et d'entrailles, accompagné d'un bruit de craquement d'ossements qui était vraiment des plus réalistes, trop réalistes à mon goût. Bien sûr, j'ai voulu en rester là, car le jeu était devenu beaucoup trop bizarre à mon goût, mais quelque chose au fond de moi me disait que je devais continuer. Et c'est ce que j'ai fait bien sûr. Pour la suite du niveau, nous devions chercher un véhicule afin d'essayer de prendre la fuite le plus rapidement que possible. Même si perso, une voiture bien bruyante, au milieu de plein de dinosaures qui iront sûrement plus vite que elle, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées au monde. Nous nous sommes dirigés au poste de garde qui se trouvait non loin de là. Il ne restait plus qu'une seule voiture. Luc, tout excité à l'idée de pouvoir quitter cet endroit, coura très vite dans sa direction et ne fit pas attention aux dangers autour de lui. Et c'est là que les raptors ont fait leur apparition. 2 d'entre eux lui ont sauté dans le dos et lui ont mordu le cou afin de lui briser. J'étais certes à plusieurs mètres du personnage, mais j'avais clairement entendu les os de sa nuque se briser, comme s'il ne s'agissait que d'une vulgaire allumette. J'ai vraiment cru que les raptors allaient s'acharner sur nous, mais visiblement, ils étaient bien trop intéressés par leur nouveau repas pour porter attention à nous. Les pauvres n'avaient certainement pas mangé depuis plusieurs jours maintenant. Mais il était devenu impossible pour nous d'accéder à la voiture, sans risquer d'aller rejoindre Luc dans l'estomac de ces animaux. Cette fois-ci, le jeu nous a proposé une 3e échappatoire. Sans nous guider ou que ce soit, il nous a simplement écrit « Fuyez ». Afin de réfléchir à un bon plan, je me suis dit « Rapprochons-nous donc du plus gros carnivore du parc, car au moins près de lui, les autres n'allaient sûrement pas essayer de s'en approcher. » Il s'agissait donc du mosasaure, ce gros reptile marin qui ne peut pas sortir de son bassin. Tant que nous ne voulions pas faire trempette avec lui, il y avait peu de chances qu'il arrive à nous attraper. Je vous passerai les détails de ce morbide petit voyage, qui n'a été qu'un chemin couvert de cadavres et quelques cris de dinosaures que nous entendions au loin, sans pouvoir savoir s'ils étaient une menace ou uniquement des éléments de décor. Mais une fois arrivé sur place, Harvey a directement couru au niveau du bassin afin d'essayer de voir le mosasaure de plus près. Je me demande vraiment si ces personnages n'étaient pas tout simplement suicidaires, car évidemment qu'il était là, et comme je l'avais imaginé, aucun autre dinosaure ne s'approchait de lui, et le pauvre animal mourait de faim. Harvey n'a pas eu le temps de pouvoir l'esquiver. Le mosasaure sortit la tête de l'eau et l'attrapa d'un coup sec. Avec la taille de cet animal, je n'ai pas pu entendre le moindre bruit d'os se craquer, car il l'avait quasiment gobé en un seul coup. Je me suis donc retrouvé tout seul, au milieu de tous ces dinosaures, et qui visiblement mouraient tous de faim. J'étais encore en mode autonome. J'ai donc pu choisir mon propre parcours pour essayer de fuir le parc. Et comme je l'avais dit depuis le début, j'ai tout simplement essayé de prendre le chemin que je connaissais par cœur, et qui était le point faible de mon parc. J'y étais presque rendu, quand j'ai malheureusement vu que le jeu avait renforcé cet endroit, et avait littéralement installé une clôture en hors map. Ce qui à la base était complètement impossible, venait de signer l'arrêt de mort de mon personnage. Car je n'avais pas été assez discret, pensant que j'allais pouvoir m'enfuir de cet endroit, et comme dit l'expression, c'est aux portes de la victoire qu'on est le plus vulnérable. Car dans mon raffut, un bien plus gros prédateur m'a suivi, et je me suis retrouvé bloqué face à lui. Non, il ne s'agissait pas du tyrannosaure, mais d'un spinosaure, car de vous à moi j'ai toujours préféré ce gros prédateur, plutôt que le traditionnel tyrannosaure. Le spinosaure a sprinté dans ma direction, et avant que je ne puisse l'esquiver, il m'a attrapé d'un coup. J'avais donc perdu ce niveau bonus. De toute façon, j'en avais vraiment marre. Le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas pu filmer ma partie. Comme un con, je n'y avais absolument pas pensé. Et croyez-moi qu'à ce moment-là, je n'avais vraiment pas envie d'en recommencer une autre. Mais le vrai cauchemar a commencé quelques jours plus tard. Avant même que je ne puisse sortir ma série de let's play sur YouTube, mes vrais amis ont commencé à avoir des accidents, et qui ont entraîné leur mort, de la même façon que dans le jeu. Bien sûr, ils ne se sont pas fait manger par des dinosaures. Lucille a été la première à partir. Elle qui travaillait sur un port, un énorme conteneur de marchandises lui est tombé dessus, et l'a complètement réduit en charpie, comme son personnage qui s'était fait écraser par les stégosaures. Luc est mort quelques heures plus tard. Lui et sa famille étaient partis dans un zoo municipal, et alors qu'il essayait de faire une belle photo des tigres, il est maladroitement tombé dans l'enclos de ceux-ci, qui se sont jetés sur lui
afin de lui briser la nuque et le dévorer devant le regard des autres visiteurs. Harvey est encore de ce monde, mais maintenant que je m'en souviens, aujourd'hui il devait partir faire de la plongée avec des amis. Cela fait plusieurs heures maintenant qu'il y est déjà parti. Je devrais essayer de l'appeler, afin d'essayer de le convaincre d'y renoncer. Mais j'ai très peur que quelqu'un d'autre réponde à son téléphone et ne m'annonce une mauvaise nouvelle. Je suis donc là, chez moi à attendre, que la mort vienne aussi m'attraper. Mais surtout, de quelle façon va-t-elle pouvoir bien faire? Aussi bien que mes amis sont morts de façon à peu près similaire comme dans le jeu, je ne vois vraiment pas comment un grand carnivore va pouvoir rentrer chez moi. Mais dans le doute, je préfère laisser ce message derrière moi, afin de vous prévenir que si un jour, vous aussi vous finissez la campagne de Jurassic World Evolution 2, et que vous voyez apparaître dans le menu principal le mode survie, surtout, n'y touchez pas. Ce mode n'est absolument pas un niveau supplémentaire, mais uniquement une façon de vous avoir vous et vos amis, afin de vous infliger une mort lente et douloureuse.